Autant en emporte les vents. Poète, prends ton luth, la nuit sur la pelouse balance le zéphyr dans son voile odorant. Alfred de Musset, Nuit de mai. Fantaisie écolorectale pour temps de crise, première partie. En ces temps de crise endémique et de déréliction démocratique, est-il ici permis d'oser une fantaisie pour relâcher le stress social et détendre l'atmosphère, à défaut de l'assainir? Ni langue de bois, ni triomphe en flonflon, ni slogan vengeur, ni blabla politicien, seule l'humble et facétieuse musiquette, s'exhalant de viscères trop noués, rappellera à chacune, à chacun d'entre nous, quel que soit son rang, quelle que soit sa fortune, dans le mal-être comme dans le paraître, que nous sommes des bipèdes, des mammifères, de souffle en souffle jusqu'à l'ultime, et que ni la honte en la matière, ni la criaillerie populaire ne sont de saison. En voici la démonstration contre notre marasme hexagonal et notre endémique inflation. Voici donc en 2 parties ma fantaisie écolorectale. Le paix est plus tabou que le sexe. C'est dit, c'est lâché. Peut-être plus tabou que la divinité, sauf le dieu Pan, évidemment. Tu peux t'autoproclamer érotomane, mais jamais pétomane. Tu peux aspirer à devenir l'émule de Pierre-Louis, d'Anaïs Nin, voire du divin marquis, mais pas de Joseph Pujol, star du Moulin Rouge, qui annonçait à la ronde avec force détonation le seul artiste vivant du music-hall qui ne paye pas de droits d'auteur. Oui, en 2 mots commençant, péter est inconvenu. Excuse me. Excuse me. Surtout en public. Surtout lorsqu'on n'a pas de filtre. Ni à Paris, ni à Marseille, ni à Cherbourg, pas même à Pau, pas plus devant Beaubourg qu'au fond des faubourgs. On nique, mais on ne pète pas. On fornique, on ne forpète pas. Et si foireux ménomane, tu es surpris en flagrant délit d'éloquence rectale, ou que ce soit à table, à la gare, à la caisse de l'hyper, à l'église ou devant le ministère de la Culture, ou encore sur la place Saint-Pierre, surtout au lit, c'est le déshonneur. L'infamie sur ton front, plus bas, la confusion. Tu es socialement condamné, et même avec un bon avocat, expert en us et coutumes, tu en prends pour perpète. Il existe pourtant des civilisations sophistiquées où l'on éructe pour signifier qu'on a fort bien mangé, où l'homme épouse un autre homme pour dire qu'il est très amoureux, où l'on pète avec éclat pour proclamer qu'on est à l'aise. Je connais même des traditions familiales où le paix fait partie du patrimoine. Comme disait mon grand-père, qui n'était pas de Périgueux mais bien de Chamonix, disent les Parisiens, à son épouse trop prude, « Pète ma bonne, ça n'arrive qu'aux vivants ». Mais chez nous en général, en France, s'entend, on a le paix morose et la veste traîtresse.
J'emploie sciemment le mot « veste » pour ne pas te choquer, lecteur, mon frère, ni toi non plus, ma sœur. Pas question d'enfiler des verroteries joignant à l'indigne chose des syllabes honteuses dans le genre louf, vanne, pastille, perlouse et autres rafales. Désormais, je l'ai lu dans le Figaro, madame, même les malvoyants et les techniciens de surface usent de métaphores et parlent très sérieusement de phénomènes de résonance sphinctérienne, entre guillemets. En fait, j'ignore pourquoi le Figaro, madame, s'est penché sur ce dossier explosif. Les dames, c'est bien connu, surtout celles du 16e arrondissement, n'ont pas de derrière. Des pare-chocs, tant qu'on veut, des airbags, mais pas de pot d'échappement. Les statistiques viennent d'ailleurs appuyer cette pudeur anale puisque c'est démontré, les femmes pètent 5 fois moins que les hommes. Moyenne féminine 3,28 pets par jour, moyenne masculine 16,63. Il reste que les mâles sont nettement plus performants que les dames et qu'on leur doit les 2 records enregistrés à ce jour, 30 pets sonores à l'heure et 96 à la journée. C'est tiré du livre des records 2008 au chapitre évidemment cris et chuchotements. Et ainsi de suite jusqu'à 96. Une étude récente permet néanmoins de nuancer mon pessimisme par rapport à l'interdit et ses conclusions sont encourageantes. 50% des péteurs avouent ne se retenir dans aucune circonstance ni situation sociale. Il apparaît que ces très cool émetteurs de vent naturel obéissent à certains indicateurs et ils ont leurs préférences. Par exemple, avec des amis du même sexe, quand ils sont seuls, lorsqu'ils déambulent au bord de l'océan, ou bien juste avant de quitter une pièce, tandis que 0,5% des péteurs sondés trouvent irrésistible de s'exprimer durant les enterrements, tandis que leurs pets scandent leur mélancolique déambulation. À ce sujet, la Chambre des comptes, sous la direction du regretté Philippe Seguin, a épinglé naguère dans son rapport annuel un certain nombre de tricheurs qui abusent d'astuces illicites au regard du droit français, et d'ailleurs dans un but tout à fait mesquin, éloigner les soupçons. Rapport de la Cour des comptes 2009, page 2405 à 2410. Exemple de ces détournements: couvrir le chointement du paix en toussant, masquer la détonation en se raglant bruyamment la gorge ou en stimulant un éternuement, ou bien, plus grave encore, accuser une tierce personne, le chat, le chien, son percepteur, voire un enfant mineur. Pardon. En fait, la flattuologie, dont je parlerai longuement, surtout dans la seconde partie, est une discipline encore récente, d'où une très lente évolution des mœurs à ce sujet. Jusqu'au milieu du XXe siècle, en gros jusqu'au milieu des années 90, les études scientifiques piétinaient. Peu de chercheurs motivés et surtout peu de cobayes. Accepter des capteurs dans le rectum ou passer à la centrifugeuse pour accélérer l'émission des gaz intestinaux paraît toujours une grave atteinte à la pudeur, à la dignité humaine. Autrement traumatisant que les portiques des aéroports. Mais la science peut-elle se permettre d'être pudibonde, d'être réduite au silence?
Aujourd'hui, surtout grâce aux recherches américaines qui furent menées rondeau à Guantanamo, on sait qu'un paix captif s'échappe une fois libéré à une vitesse comprise entre 0,1 et 1 mètre par seconde, soit 0,36 à 3,96 km à l'heure. Une particularité notable, outre les 4 gaz principaux, on a pu observer dans 30 à 35% de la population la présence d'un 5e gaz, le méthane, qui avec l'hydrogène rend les détonations inflammables, Blue Angels, parfois meurtrières dans les rangs de la coalition. 12% des Américains et 24% des GIs présents en Afghanistan avouaient avoir cédé à l'impulsion de mettre le feu à leur gaz d'échappement, alors que 3% confessent s'être brûlé les fesses, tandis que seulement 7% des péteurs, civils s'entend, hexagonaux, reconnaissent s'amuser à se lâcher dans l'eau du bain et qu'un tiers de ceux-ci ont déjà tenté de récupérer les bulles avec un verre à dents placé à l'envers au-dessus de la baignoire pour les enflammer. Des études encourageantes. Donc, néanmoins, il faut le dire, notre société reste peu permissive. Et l'Église catholique encore moins, puisqu'on annonce que le pape François, et ce sera vraiment le premier texte marquant de son pontificat, va stigmatiser l'automne prochain ces errements sphinctériens dans une encyclique écologique très attendue, In amplissimo silenzio. Ce texte pontifical constituera la base scripturaire du paix foireux, donc pécamineux. Mais après Marcel et Gaspard, des amis à moi dont j'ai parlé ailleurs, le lecteur s'en souvient. Comment ne pas faire planer ici l'ombre d'un 3e homme, le grand Alain, l'idole de ma jeunesse à qui je dois mon 3e prénom. Lui aussi, à sa manière, m'a fortement et postérieurement désinhibé, alors qu'au contraire, comme chacun le sait, le catholicisme sucé avec les toutes premières gouttes du sein maternel a tout fait pour me coincer et m'étouffer. Comme la sexualité, eh bien l'inhibition sphinctérienne, avant ou après la phase anale chère à Papy Sigmund, peut être pernicieuse car elle nuit au développement de l'enfant, c'est prouvé. Or, la société est très peu permissive, l'Église catholique, donc, je l'ai dit, encore moins. À ce sujet, il me faut à présent narrer une mésaventure enfantine qui n'a fait que retarder ma libération personnelle. Dévoiler ici ce secret de famille contribue à le désamorcer et faire avancer grandement la cause de Cyrulnik chère à Cyrulnik, qui s'appelle évidemment la résilience rectale. Le souvenir remonte assez loin dans mon enfance, j'avais dans les 7-8 ans. À cette époque, on recevait le sacrement de confirmation très jeune. C'était, paraît-il, très important mais bénin, et l'évêque nous faisait une onction de Saint-Crème sur le front et nous donnait une petite baffe paternelle. Une sorte d'adoubement pour signifier notre croissance spirituelle, sous l'action du Saint-Esprit qui peut, comme chacun sait, souffler en rafale, soit planer en ramier. Nous devenions, nous les mômes, des enfants de Dieu, nous naissions une seconde fois. Pour signifier cette renaissance spirituelle, car l'Esprit souffle où il veut, dit l'évangéliste Jean, on nous attribuait, outre un parrain et une marraine, un autre prénom. On choisit donc de m'appeler Alain. Ma marraine, chaisière à la cathédrale, aurait bien aimé m'appeler Marie-Ange, prémonition. Dieu merci, mon jeune oncle avait décidé, lui, de m'appeler Alain, et ce fut lui qui l'emporta.
Il faut que je glisse un mot sur ce cher parrain. Ou plutôt non, il faut aller directement, sinon vous seriez perdu, il faut aller directement à ce qui m'arriva le jour de mes 8 ans. Donc je me revois, ému, tremblant, tandis que la longue cohorte des néophytes processionne jusqu'à l'autel où nous attendent l'évêque en jupon mauve et son vicaire général, une sorte d'adjudant osseux. Chaque enfant tenait entre ses doigts joints un papier blanc où il était noté le prénom en latin comme il se doit, Marcus, Petrus, Paulus, etc. L'auxiliaire prenait le feuillet, le tendait à la proéminence en odeur de sainteté, mais souffrant d'hypoacousie, en énonçant en voix forte le prénom du jeune impétrant. Après quoi, le prélat signait le front virginal et administrait sa gentille tape apostolique. J'arrive. Je m'agenouille, je baisse les paupières. À peine le temps de convoiter le gros bonbon violet offert sur la phalange. Je retiens mon souffle, le billet tremble entre mes doigts, l'escogriffe s'en saisit et claironne, urbi et torbi, à l'anus. Aussitôt le prélat sursaute, s'offusque, me foudroie du regard et déclare « Non, non, au front, comme tout le monde !» Cette remontrance épiscopale me glaça. Une fois de plus, je m'étais singularisé à mon cul défendant, et je ne pus plus péter 10 jours durant. 10 jours durant, rien, pas le moindre zéphyr, pas le plus menu prout, de peur d'attirer sur moi les foudres de l'Église. Culpabilité, quand tu nous tiens. Aujourd'hui, comme vous imaginez, je vais mieux. Je pète allègrement, on pète en chœur. Qui on? Pronom indéfini mal poli. Nous, mes amants et moi. J'ai déjà parlé du phénoménal Gaspard. Je vais très bientôt évoquer Isidore, puisque dit la Bible, pour que des témoins soient crédibles, il est indispensable, qu'il soit 2. Mais avant d'évoquer cet autre et ultime souvenir personnel, qui fredonne encore à mes oreilles et fait palpiter ma délicate narine, il nous faut aborder la question d'une manière plus objective et proprement scientifique. Faisons donc à présent faisons un pas de plus. En commençant, j'ai invité mes concitoyens, candidats aux prochaines législatives ou simples électeurs, qu'ils soient bleus, rouges, roses ou verts, à se détendre. Bref, j'invite encore et toujours, de manière pressante, tous nos politiciens à lâcher prise, à se lâcher du pot d'échappement. Bref, en marche, comme il se doit. J'appelle donc la France d'en haut et aussi celle d'en bas à accepter enfin les conclusions émancipatrices de cette toute nouvelle science qu'est la flatuologie, un des fleurons de la recherche française, et que je m'honore de faire progresser avec pétulance comme il se doit, mais plus encore avec modestie et tout en nuance. Eh bien, ce à quoi je m'appliquerai, mais dans la seconde partie de mon étude, qui sera plus directement écologique, Dieu me l'astique. Excuse me. À très vite donc sur YouTube pour la suite de cet essai flatuologique.